Imaginez la scène, votre mari, l'homme avec qui vous avez tout construit pendant 12 ans, entre d'un pas arrogant dans la salle d'audience. À ses côtés, sa maîtresse de 26 ans, enceinte et vêtue d'une robe rouge provocante. Il vous lance un sourire méprisant. Il est persuadé que ses millions et ses avocats sans scrupules lui ont assuré la victoire. Il croit que vous céderez et accepterez les miettes qu'il vous offrira. Mais il a commis une erreur fatale. Il ignore que le juge tient une enveloppe scellée, une enveloppe contenant des secrets médicaux et des résultats de tests ADN qui, en seulement 47 minutes, réduiront sa vie en cendres. Voici l'histoire d'Émilie Mercier, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le dénouement. Il franchit les portes du tribunal avec l'arrogance de celui qui se croit invincible, vêtu d'un costume à 5 000 € et de chaussures à 800 €. Sa maîtresse enceinte, vêtue de façon provocante d'une robe rouge, lui tenait le bras, souriant comme si elle savait déjà avoir gagné. Guillaume regarda sa femme, Émilie, et lui adressa un sourire narquois et moqueur. Oh, ce sourire disait tout, je t'ai déjà remplacé. J'ai gagné. Tu n'es personne. Il se croyait intouchable. Il pensait que ses millions et ses avocats hors de prix lui avaient déjà acheté la victoire. Mais Guillaume Mercier a commis une erreur fatale. Il était tellement occupé à admirer sa compagne qu'il n'a même pas remarqué l'enveloppe scellée dans la main de la juge. Il n'a jamais vu les résultats ADN qui allaient bientôt réduire en poussière tout ce qu'il croyait savoir. Dans exactement 47 minutes, ce petit sourire narquois se transformerait en cendre sur ses lèvres. Mais voici le détail, la femme qu'il qualifiait de faible, qui, selon lui, devait craquer, s'était préparée à ce moment pendant 6 mois et s'apprêtait à lui donner la leçon la plus mémorable de sa vie. C'est l'histoire d'Émilie Mercier. Et croyez-moi, vous voudrez la regarder jusqu'à la fin, car ce qui va se passer dans ce tribunal, personne, absolument personne ne pouvait le prévoir. Que vous apprendra cette histoire? La leçon la plus importante, que la patience n'est pas une faiblesse, que la vérité est l'atout le plus redoutable et que les gens qui vous sous-estiment commettent la pire erreur de leur vie. Et maintenant, je vous le demande. Qu'auriez-vous fait à la place d'Émilie? Auriez-vous pris les 2 millions d'euros pour disparaître, ou auriez-vous lutté pour tout ce que vous aviez construit? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la. On ne sait jamais qui est assis en ce moment sur un banc de parc et songe à abandonner. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Car la semaine prochaine, nous aurons l'histoire d'un gagnant de loterie qui a caché le billet à sa femme pendant 3 ans. Et quand elle l'a découvert, disons simplement que la vengeance a été légendaire. Un silence lourd planait dans la salle d'audience. Ce n'était pas un silence poli par respect, ni le calme habituel du moment où la justice est rendue. C'était ce silence étouffant qui précède l'éclatement d'une tempête. Émilie Mercier était assise à la table de la plaignante, les mains si fermement serrées sur ses genoux que les jointures de ses doigts avaient blanchi. Elle portait une simple veste gris anthracite, le genre de vêtement discret qui murmure au lieu de crier. Ses cheveux blonds étaient rassemblés en un chignon impeccable, et sur son visage se figeait une expression de calme soigneusement préparée, qu'elle ne ressentait absolument pas. Elle s'était préparée à ce moment pendant 6 mois. 6 mois de nuit blanche. 6 mois de réunions stratégiques avec son avocate, 6 mois à faire semblant que tout allait bien, alors que tout son monde s'écroulait autour d'elle. Et voici qu'enfin, ce jour était arrivé. Les lourdes portes en chêne de la salle 4B s'ouvrirent avec une théâtralité qui semblait totalement déplacée pour une audience de divorce. 14 novembre, un mardi gris à Paris.
mais à l'intérieur de ses murs climatisés. La température allait bientôt grimper en flèche. Guillaume Mercier n'est pas simplement entré dans le bâtiment du tribunal judiciaire de Paris, il y a défilé. Émilie regardait son mari, avec qui elle avait vécu pendant 12 ans, franchir le seuil comme s'il montait à bord d'un yacht. C'était un homme qui avait toujours su comment remplir l'espace, mesurant 1,88 m, les cheveux peignés en arrière, dans un style qui affichait clairement la richesse. Bien qu'il ait bâti sa fortune lui-même. Ou du moins, c'est ce qu'il racontait à tout le monde. Il portait un costume bleu marine sur mesure, qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses chaussures brillaient, sa montre captait la lumière fluorescente et la reflétait comme un défi. Mais le soupir collectif dans la salle n'a pas été provoqué par le costume, mais par la femme qu'il tenait par le bras. Chloé Fontaine, 26 ans, exactement la moitié de l'âge de la femme assise à la table de la plaignante. Elle était vêtue d'une robe écarlate moulant son ventre de femme. Enceinte bien visible, un choix vestimentaire calculé pour devenir un avantage visuel. Dans un tribunal aux affaires familiales, amener sa nouvelle compagne est considéré comme de mauvais goût. Amener sa compagne enceinte à l'audience finale de partage des biens, c'est une déclaration de conflit ouvert. Guillaume a escorté Chloé jusqu'au premier rang des spectateurs, mais à l'intérieur d'Émilie, quelque chose de froid et de piquant s'est tordu dans sa poitrine. 12 ans, pensa-t-elle. Je lui ai donné 12 ans de ma vie. J'ai créé son entreprise. Ligne par ligne, j'ai vendu la bague de ma grand-mère pour sauver son rêve. Et c'est ainsi que tout se termine. Avec un petit sourire narquois et une compagne enceinte en robe rouge. La voix de l'huissier la tira de ses pensées. « Monsieur Mercier, prenez votre place. » Guillaume fit un clin d'œil à l'huissier, un homme qui avait clairement tout vu. Et que plus rien ne pouvait surprendre, puis se laissa tomber dans le fauteuil en cuir à côté de son avocat. Franck Leroy était connu dans les cercles juridiques de Paris comme le démolisseur pour la façon dont il tailladait les accords. Il était cher, impitoyable et n'avait pas la moindre once de conscience, exactement le genre d'avocat qu'engagerait un homme comme Guillaume. Prêt à en finir avec ça, murmura Guillaume à Franck assez fort pour qu'Émilie l'entende. J'ai une réservation pour déjeuner chez Alain Ducasse au Plaza Athénée à 13 h. Je ne veux pas être en retard. Tout ira vite, assura Franck en organisant une pile de dossiers ressemblant à un gratte-ciel par rapport au modeste dossier de l'avocate d'Émilie. Elle n'a aucun avantage. Le contrat de mariage est blindé. Parfait, grommela Guillaume. Finissons une bonne fois pour toutes. À l'autre table, l'avocate d'Émilie se pencha vers elle. Valérie Laurent n'était pas dans le paraître. Elle n'avait pas de panneau publicitaire sur les Champs-Élysées, mais elle était réputée pour sa méticulosité, un véritable chirurgien juridique, coupant exactement là où il le fallait. Ne les regarde pas, murmura doucement Valérie. Laisse-le faire le fier, laisse-le se sentir confiant. L'arrogance est la meilleure anesthésie avant une opération. Émilie hocha la tête, respirant lentement. Il l'a amené, Valérie. Il l'a vraiment amené. Je sais. Et c'était sa première erreur. Veuillez vous lever, annonça l'huissier. La porte derrière le bureau du juge s'ouvrit et la juge Chantal Moreau apparut. La salle se leva dans un murmure. La juge Moreau avait 62 ans. Elle avait les cheveux gris et des yeux qui semblaient posséder une vision à rayon X. Elle avait travaillé 20 ans comme procureur avant d'occuper le siège de juge. Les
Avocats de la défense la craignaient. Les avocats spécialisés en divorce la respectaient, et les multimillionnaires apprenaient très vite que leur compte bancaire ne signifiait rien dans son tribunal. Elle ajusta sa robe, s'assit et regarda par-dessus ses lunettes pour lire les papiers. Elle ne regarda d'abord pas les avocats, elle regarda droit vers Guillaume Mercier. Ensuite, son regard glissa dans la salle, s'arrêtant directement sur Chloé et sa robe rouge. Elle fronça légèrement les sourcils. Une micro-expression de désapprobation qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. Là, asseyez-vous, ordonna TL d'une voix profonde exigeant une attention absolue, et elle ouvrit le dossier posé devant elle. Nous sommes réunis ici pour l'audience finale dans l'affaire Mercier contre Mercier. Partage des biens, fixation du montant de la pension alimentaire et dissolution définitive du mariage. Elle leva les yeux. Je suppose que les deux parties ont soumis leur déclaration financière définitive. Oui, votre honneur, dit Franck Leroy en se levant et en boutonnant sa veste avec une aisance travaillée. Nous avons fourni la documentation complète. Monsieur Mercier a été plus que généreux dans sa proposition de règlement, compte tenu de la contribution nulle de Madame Mercier au succès de l'entreprise. Émilie tressaillit. Les mots l'avaient frappée comme une gifle. Contribution nulle. Elle avait écrit chaque ligne de code grâce à laquelle l'entreprise Phoenix Logistique fonctionnait. Elle corrigeait les algorithmes jusqu'à 4 heures du matin pendant que Guillaume dormait. Elle avait sacrifié sa jeunesse, sa santé et l'alliance de sa grand-mère. Et maintenant, elle n'était rien de plus qu'un problème mineur qui pouvait être résolu avec un chèque. Guillaume la regarda à nouveau. Son sourire s'élargit. Il pensait avoir gagné. Mais Guillaume Mercier ne regardait pas la main gauche de la juge Moreau. Il ne regardait pas l'enveloppe scellée qu'elle gardait avec une grande attention. Et il ne voyait certainement pas l'expression du visage de Valérie Laurent. L'expression d'une personne qui savait exactement ce qui allait se passer. Dans 47 minutes, ce sourire se transformerait en cendre sur ses lèvres. Mais d'abord, permettez-moi de vous raconter comment Émilie Mercier, une femme qui croyait autrefois que l'amour pouvait tout vaincre, s'est retrouvée dans ce fauteuil, luttant pour son avenir avec l'homme qui avait promis de la protéger. Il y a 12 ans, Mercier Logistique n'existait pas. Il n'y avait pas de pantouse à la défense. Il n'y avait ni jet privé, ni couverture de magazine, ni fortune d'1 milliard d'euros. Il n'y avait qu'un petit studio à Toulouse et une étudiante nommée Émilie Rousseau, qui refusait d'accepter que la vie dût être difficile. Émilie a grandi dans un appartement de 2 pièces, où sa mère travaillait en double rotation comme infirmière, et son père conduisait des camions à travers le pays 3 semaines par mois. Dès son plus jeune âge, elle avait appris que rien n'est gratuit dans ce monde. Personne ne viendrait la sauver. Si elle voulait quelque chose, elle devrait le créer elle-même. C'est ce qu'elle a fait. Elle a payé ses études à l'université de Toulouse, en étudiant la logistique et l'analyse de données. Ce n'étaient pas des sujets glamour, pas le genre de choses qui faisaient briller les yeux des gens dans les soirées. Mais Émilie voyait des schémas que les autres ne remarquaient pas. Elle pouvait regarder un itinéraire de livraison et trouver des inefficacités que tout le monde ignorait. Elle savait comment transformer le chaos en ordre. Au cours de sa dernière année, elle a créé quelque chose d'exceptionnel, un algorithme de routage capable d'optimiser les réseaux de livraison en temps réel. Son directeur de thèse, le professeur Bernard Dubois, a qualifié cela de solution la plus élégante qu'il ait vue en 30 ans d'enseignement. Le seul problème était le capital. Émilie avait le cerveau, elle avait la technologie.
Ce qu'elle n'avait pas, c'était l'argent. Et c'est alors qu'elle a rencontré Guillaume. C'est arrivé lors d'une conférence sur la logistique à Lyon. Émilie présentait ses recherches devant une salle pleine de cadres ennuyés, plus intéressés par le buffet que par l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Mais un homme au dernier rang écoutait attentivement. Guillaume Mercier avait 28 ans. Il était négligemment beau à sa manière et absolument convaincu qu'il était né pour la grandeur. Il s'est approché d'elle après la présentation avec une confiance frisant l'arrogance. Cet algorithme, dit-il, est-il breveté? Pas encore. Je n'ai pas d'argent pour des avocats. Il sourit. À l'époque, c'était un beau sourire, chaleureux, intéressé. Le genre de sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'ai de l'argent, dit-il. Mais ce que je n'ai pas, c'est un cerveau comme le vôtre. Peut-être devrions-nous discuter. Cette nuit-là, ils ont parlé pendant 6 heures. Guillaume lui a brossé une vision de l'avenir. Des livraisons automatisées. Une optimisation en temps réel. Une entreprise qui révolutionnerait la façon dont les marchandises se déplacent à travers le monde. Et pour la première fois de sa vie, Émilie a senti que quelqu'un comprenait ce qu'elle avait créé. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Les premières années ont été bonnes. Difficiles, mais bonnes. Ils travaillaient depuis leur appartement. Émilie programmait à la table de la cuisine, pendant que Guillaume appelait des investisseurs et présentait sa vision à tous ceux qui voulaient l'entendre. Lorsqu'en 2014, il n'avait plus de quoi payer les salaires, Émilie a vendu l'alliance de sa grand-mère, le seul héritage qu'elle possédait. Elle n'a pas dit à Guillaume que cela lui brisait le cœur. Elle lui a simplement donné l'argent, et retourné vérifier le code et lentement, de manière presque incroyable, cela a fonctionné. Mercier Logistique est passé d'un rêve inaccessible à une start-up, pour ensuite devenir un véritable phénomène. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis 200 millions. Après une valorisation à 1,2 milliard d'euros, les couvertures des magazines Forbes, Les Échos, Le Figaro Économie ont commencé à pleuvoir, et sur chacune d'elles s'étalait le visage de Guillaume. Un visionnaire qui a révolutionné le secteur de la livraison, disaient les gros titres. Émilie n'était jamais mentionnée. Quand les journalistes posaient des questions sur elle, Guillaume laissait échapper ce rire charmant et faisait un geste dédaigneux de la main. Oh. Émilie s'occupe du côté technique, toutes ces choses ennuyeuses, les chiffres et le code. C'est moi le créateur d'idées ici. Elle se disait que ce n'était pas grave. Ils étaient partenaires. L'argent était commun, la vie était commune. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance, elle avait juste besoin de travailler. Comme elle se trompait surtout. Les fissures étaient petites au début, si petites qu'Émilie pouvait se convaincre qu'elle se faisait des idées. La 8e année de mariage. Le Penthouse à la Défense était magnifique. Froid. Mais magnifique. Du chrome, du verre et du cuir blanc. Guillaume avait tout choisi lui-même. Quand Émilie a demandé un petit coin lecture près de la fenêtre, juste un fauteuil, un lampadaire, un endroit pour réfléchir, Guillaume a secoué la tête. Ça ne correspond pas à l'esthétique, Émilie. Nous devons maintenir notre image. Elle a cessé de demander. Puis ont commencé les voyages d'affaires, qui devenaient de plus en plus longs. Tokyo pour une semaine, Milan pour 10 jours. Des conférences dans des endroits où le temps était toujours parfait, et les hôtels toujours luxueux. Émilie a commencé à remarquer des relevés de cartes de crédit, des factures de
bijouterie pour des bijoux qu'elle n'avait jamais reçus, des factures de restaurants où elle n'était jamais allée, des factures d'hôtels de charme dans des villes que Guillaume n'avait jamais mentionnées. Elle a remarqué un nouveau parfum, quelque chose de cher et d'inconnu. Elle a remarqué la façon dont il regardait son téléphone et souriait. Un sourire intime. Le genre de sourire qu'il lui adressait autrefois, quand il était jeune, pauvre et qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Mais tels sont les signaux d'alarme. Quand on aime une personne, on ne les perçoit pas comme des avertissements. On les voit comme des épreuves, des difficultés à surmonter. La preuve que l'amour demande des efforts. Émilie travaillait sans arrêt. Elle faisait plus d'efforts que jamais dans sa vie. Elle organisait des dîners romantiques que Guillaume annulait à la dernière minute. Elle a suggéré d'aller voir un conseiller conjugal, mais Guillaume disait qu'elle exagérait. Quand elle essayait de lui parler du fossé grandissant entre eux, il répondait qu'elle s'inquiétait pour rien. « Tu te fais des films », disait-il souvent. « C'est juste le stress. Bientôt l'introduction en bourse. Après ça tout s'arrangera. » Mais l'introduction en bourse est venue et repartie. Une valorisation énorme. Le visage de Guillaume sur les couvertures de tous les magazines économiques du pays. Et rien ne s'est arrangé. Il y avait une chose que Guillaume n'avait jamais comprise à propos de sa femme. Émilie n'était pas faible, elle était patiente. Et c'est une grande différence. Elle remarquait tout, elle attendait. Juste, espérant qu'elle se trompait. Espérant que l'homme avec qui elle avait bâti un empire se souviendrait de qui elle était. Sa meilleure amie Camille voyait les choses autrement. Camille Girard était une femme de Saint-Denis très directe. Elle vendait de l'immobilier et ne tolérait de bêtises de personne. Elle appelait chaque dimanche, avec la régularité d'une horloge. « Émilie, à ta voix j'entends que tu es épuisée. Ton petit mari se comporte toujours comme s'il avait inventé la roue. Mais il est juste stressé à cause des résultats trimestriels. » Les résultats trimestriels? Oh, ne me fais pas rire. C'est toi qui as écrit le code qui fait fonctionner cette entreprise. Et lui, il ne saurait même pas programmer un micro-ondes pour sauver sa propre vie. Tu veux que je vienne, c'est moi qui vais le recadrer. Émilie se mit à rire. Vraiment. Pour la première fois depuis des semaines. Je vais bien. Camille. Ouais. Ma sœur disait la même chose, jusqu'à ce qu'elle surprenne son mari avec la babysitter. Je dis ça, je dis rien. Mais Émilie a continué à attendre, a continué à croire, a continué à penser que l'amour suffirait, mais il n'a pas suffi. 6 mois avant ce jour au tribunal, Émilie a pris la décision qui a tout changé. C'était le 45e anniversaire de Guillaume. Elle avait prévu quelque chose de spécial. Son vin préféré, une réservation dans le restaurant où il l'avait demandé en mariage. Un cadeau qu'elle avait choisi pendant des mois. Mais à 15 heures, elle a reçu un message, « Je vais travailler tard. Ne m'attends pas, va te coucher. On fêtera ça ce week-end. » Émilie a longuement regardé le message, puis elle a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle l'a ignoré, a quitté le travail plus tôt, a pris le vin et s'est rendue au bureau. Si Guillaume travaillait, elle lui ferait la surprise. Il commanderait à manger, ils fêteraient ça ensemble, comme au bon vieux temps. L'étage de la direction était vide quand elle est arrivée. L'assistante de Guillaume n'était pas à son poste. Étrange. Émilie a descendu le couloir jusqu'au bureau d'angle. La porte était fermée, mais pas verrouillée.
Elle l'a poussé, et tout son monde s'est effondré. Il ne travaillait pas. Guillaume était assis sur son bureau avec un verre à la main. Chloé Fontaine était assise à côté de lui, si près que leurs épaules se touchaient. Il riait de quelque chose sur son téléphone. Mais ce n'est pas l'image en elle-même qui a détruit Émilie, ce sont les mots. Je dois divorcer avant la fin de la période de blocage des actions, disait Guillaume. Si j'attends, elle aura la moitié. Elle est tellement naïve. Elle acceptera tout ce qu'on lui proposera et ira pleurer. La voix de Chloé était un murmure calculé, et si elle résiste? Elle ne le fera pas. Émilie déteste les conflits. Elle cédera, crois-moi. Chloé se mit à rire. Mon Dieu, c'est même trop facile. Émilie s'est figée dans l'embrasure de la porte. Aucun d'eux ne l'a remarqué. Ils étaient trop absorbés par leur plan, leur trahison, leur mépris. 12 ans. Pensa TL. 12 ans de ma vie, la bague de ma grand-mère, mon code, mes nuits, mes week-ends et mes jours fériés. Et il s'avère que je vais céder. Quelque chose en elle s'est brisé, mais quelque chose d'autre, de plus dur et de plus froid, a pris sa place. Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas fait de scène. Elle a fermé doucement la porte et s'est dirigée vers l'ascenseur. Dans le hall, ses mains ont commencé à trembler. Au moment où elle est sortie dans la rue, elle n'arrivait plus à respirer. Pendant 2 heures, elle est restée assise sur un banc au jardin du Luxembourg, regardant des inconnus vivre leur vie normale, pendant que la sienne partait en éclats. Ensuite, elle a appelé Camille. J'ai besoin d'un avocat, le meilleur que tu connaisses, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. Un long silence s'est fait à l'autre bout du fil. Puis Camille a parlé. Sa voix était calme, froide et absolument sérieuse. Je t'envoie un nom dans 10 minutes. Et Émilie? Quoi que ce soit, ne te laisse pas faire. Le bureau de Valérie Laurent ne ressemblait en rien au tour d'entreprise étincelante auquel Émilie était habituée. Il était petit, encombré de dossiers et sentait légèrement le vieux café. Mais Valérie était exactement ce dont Émilie avait besoin. 52 ans. Un regard perçant. Aucune tolérance pour les futilités. Madame Mercier. Valérie ne lui a pas serré la main, elle lui a juste indiqué une chaise. Là, asseyez-vous, parlez, racontez-moi tout. Émilie a parlé pendant 2 heures. Elle a parlé à Valérie du code, des premières années, des couvertures de magazines où son nom n'était jamais mentionné, des voyages d'affaires de Guillaume, de Chloé, de la conversation qu'elle avait surprise. Quand elle eut terminé, Valérie resta longtemps silencieuse. Voici le problème, dit-elle enfin. Votre mari a de l'argent. L'argent achète des avocats, les avocats achètent du temps. Et le temps est son ami, je veux dire, pas le vôtre. Si nous prenons cette affaire, nous ferons tout à ma façon. Pas de demi-mesure. Êtes-vous prête à cela? J'ai créé cette entreprise ligne par ligne. La voix d'Émilie était ferme. Je veux la récupérer. Valérie sourit. Elle ne le faisait pas souvent. Un sourire froid et satisfait. Alors au travail. Au cours des 6 mois suivants, Émilie a mené une double vie. À l'extérieur. Elle était la femme qui ne se doutait de rien, souriante lors des dîners d'entreprise, embrassant Guillaume avant qu'il ne parte au travail. Chaque matin, elle faisait semblant de ne pas remarquer quand il rentrait tard. Mais à l'intérieur, elle montait un dossier. L'équipe de Valérie était très méticuleuse.
Ils ont trouvé des sociétés écrans à Chypre, 47 millions d'euros. D'actifs cachés que Guillaume pensait invisibles. Ils ont trouvé l'appartement qu'il avait acheté pour Chloé avec les fonds de l'entreprise. Ils ont trouvé des transferts d'actions vers un trust qui devait se débloquer le lendemain de la finalisation du divorce. Et ils ont trouvé des dossiers médicaux. Émilie ne savait pas encore ce qu'ils signifiaient, mais Valérie le savait et les gardait pour le moment opportun. Vous savez, dit Valérie lors d'une de leurs réunions stratégiques nocturnes, la plupart des gens dans votre situation craquent, se mettent en colère, révèlent leur carte trop tôt, mais vous êtes la cliente avec le plus de sang-froid que j'ai jamais eu. Émilie la regarda. J'ai souri pendant 12 ans pendant que mon mari s'attribuait le mérite de mon travail. Je sais attendre. Valérie hocha lentement la tête. Bien, parce que les choses vont beaucoup empirer avant de s'améliorer. Elle avait raison. Au 3e mois de l'enquête, les choses ont commencé à se compliquer. Émilie était dans le bureau de Valérie quand le téléphone a sonné. Valérie a écouté un moment. L'expression de son visage est passée de neutre à sérieuse. Quand elle a raccroché, elle n'a pas perdu de temps en longue introduction. Nous avons un problème, dit-elle. Le contrat de mariage. L'estomac d'Émilie se noie. Je sais qu'il limite la pension alimentaire, mais je pensais que nous avions des moyens de contourner cela. C'est pire. Il y a une clause sur la propriété intellectuelle. Tout travail créé pendant le mariage, en utilisant les ressources de l'entreprise, appartient à l'entreprise. Les avocats de Guillaume vont faire valoir que le protocole Mercier relève de cette clause. Émilie a eu l'impression que la terre se dérobait sous ses pieds. Mais je l'ai écrit avant même que nous nous rencontrions. Je lui ai montré mon ordinateur portable. C'est pour ça qu'il m'a abordé. Pouvez-vous le prouver? Avez-vous les fichiers sources, les historiques datant d'avant le mariage? Silence. Émilie essaya de se souvenir de son vieil ordinateur portable, celui qu'elle utilisait à l'université. Où était-il? J'ai changé d'ordinateur il y a des années, dit-elle lentement. Le vieux disque dur, je l'ai jeté. Valérie ferma les yeux un instant. Sans preuve que vous avez créé l'algorithme avant le mariage, Guillaume peut revendiquer la copropriété ou la propriété exclusive via l'entreprise. Et s'il contrôle la propriété intellectuelle, il contrôle tout. Émilie est restée assise en silence longtemps après avoir quitté le bureau de Valérie. 12 ans, l'œuvre de toute sa vie, la bague de sa grand-mère, tout. Cela potentiellement perdu parce qu'elle avait fait confiance à la mauvaise personne. Pour la première fois depuis qu'elle avait entendu cette conversation, Émilie s'autorisa à pleurer. Mais 2 semaines plus tard, l'espoir est venu d'une source inattendue. Camille a appelé un dimanche, comme d'habitude, mais cette fois, sa voix était différente. Excitée. Et Émilie, tu ne vas pas le croire. Quoi? Tu te souviens du professeur Bernard Dubois, ton ancien directeur de thèse à l'université de Toulouse? Bien sûr, mais quel est le rapport avec lui? J'ai un peu fouillé, j'ai appelé le département d'informatique, Émilie. Il a gardé des copies de tout. Ton projet de fin d'études, ton code source avec la date et l'heure dans les archives de l'université. Le cœur d'Émilie s'est arrêté. Tu es sérieuse? Les fichiers sont datés de 3 ans avant ta rencontre avec Guillaume Mercier. Le département d'informatique avait les preuves depuis tout ce temps. C'est juste que personne ne les avait jamais demandées.
Pendant une merveilleuse semaine, Émilie a ressenti ce qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Valérie a préparé l'épreuve. Les enregistrements de date étaient clairs. Le code appartenait indéniablement à Émilie. Les avocats de Guillaume ne pourraient même pas toucher à l'argument de la propriété intellectuelle. Camille a apporté du vin pour célébrer. À la tête de cet idiot. Quand il réalisera qu'il a épousé un génie, dit Camille en levant son verre. Émilie sourit. Ce n'est pas encore fini. Presque fini, ma chérie. Tu as le code. Tu as les actifs cachés. Tu l'as entre tes mains. Profite. Mais 3 jours avant l'audience préliminaire, Valérie a appelé. Sa voix était différente. Tendue. Nous avons un problème. Quel problème? Chloé Fontaine est enceinte, et Guillaume vient de déposer une requête d'urgence, affirmant qu'il a besoin de protéger des actifs pour son futur enfant. Le sang d'Émilie s'est glacé dans ses veines. Il utilise l'enfant pour justifier le fait de tout garder pour lui. Si le tribunal croit qu'il a un futur enfant à charge, il sera beaucoup plus compréhensif à l'égard de ses déclarations de difficultés financières. Et Émilie, ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Il a engagé Franck Leroy. Émilie connaissait ce nom. Tout le monde dans les cercles juridiques de Paris connaissait ce nom. Franck Leroy, le démolisseur, l'avocat spécialisé en divorce le plus redouté. Tout ce qu'Émilie avait construit, l'épreuve, la stratégie, l'espoir, a soudain semblé fragile, mais elle n'a pas abandonné. Que devons-nous faire? Demanda-t-elle. Valérie s'est tue un instant. Bon. Ça date, on cherche de nouveaux angles et on a foi dans le fait que la vérité est plus forte que le carnet de chèques de n'importe quel milliardaire. Émilie aurait aimé le croire. Le mois suivant fut le pire de la vie d'Émilie. Et elle avait déjà vécu pas mal. 2 mois terribles. Le mois où son père est mort d'une crise cardiaque sur la route, seul dans la cabine de son camion, quelque part dans les Alpes. Le mois où elle a travaillé 90 heures d'affilée pour respecter une échéance et s'est retrouvée à l'hôpital pour épuisement. Le mois où elle a vraiment réalisé que son mari ne l'avait jamais aimée. Mais ce mois-ci a été pire, car ce mois-là, Émilie a appris quelque chose qui allait la marquer. Quand vous vous battez pour préserver votre avenir, les gens en qui vous aviez le plus confiance se transforment en outils utilisés contre vous. Tout a commencé 2 semaines avant le procès. Émilie est arrivée au travail mardi matin avec un café à la main, repassant déjà mentalement les réunions à venir. Elle menait une double vie depuis des mois. Une épouse souriante le jour. Une stratège la nuit. C'était épuisant, mais elle touchait presque au but. Le hall de Mercier Logistique à 8h30 du matin était toujours plein. Des employés passant par les tourniquets. L'odeur du café de la cafétéria au rez-de-chaussée. Le bourdonnement d'une entreprise valant des millions qui s'éveille à un nouveau jour. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. 2 agents de sécurité attendaient près des ascenseurs. C'était une équipe du matin inhabituelle. Émilie connaissait l'équipe habituelle. Elle prenait soin de connaître les noms de chacun, l'histoire de chacun. Ce dont Guillaume s'était toujours moqué. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce qu'étudie la fille du technicien? Avait-il demandé un jour. Ce sont des employés, Émilie, pas des amis. C'est. Garde, elle ne les a pas reconnus, et il la regardait droit dans les yeux. Madame Mercier, dit le plus grand d'une voix soigneusement neutre. Nous devons
vous escorter jusqu'aux ressources humaines. L'estomac d'Émilie s'est noué, mais elle a gardé son calme sur son visage. 12 ans de mariage avec Guillaume lui avait appris à cacher sa peur. Bien sûr, répondit-elle. Il y a un problème. Quelconque? Le garde n'a pas répondu, il a simplement désigné l'ascenseur. Le trajet jusqu'aux ressources humaines ressemblait à un long chemin. Émilie était parfaitement consciente de chaque regard posé sur elle. Des chuchotements qui commençaient au fur et à mesure de sa progression, la façon dont les gens trouvaient soudain leur téléphone très intéressant. Quelque chose s'était passé, quelque chose de mauvais. La directrice des ressources humaines était une femme nommée Céline Martin. Émilie l'avait toujours bien aimée. Elle avait travaillé ensemble au comité d'entreprise. L'année dernière, elle avait partagé une bouteille de vin à la fête de fin d'année. Mais aujourd'hui, Céline ne regardait pas Émilie comme une amie. Elle la regardait comme un problème à résoudre. Et Émilie, s'il te plaît, assieds-toi. Émilie s'est assise. Son café avait refroidi dans sa main, mais elle ne l'a pas lâché. Elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Je vais être franche avec toi, a dit Céline, parce que je pense que tu le mérites. D'accord. Il y a eu une fuite dans la presse. À ton sujet. Le cœur d'Émilie s'est mis à battre la chamade. Quelle fuite? Céline a poussé sa tablette vers elle sur le bureau. Sur l'écran, il y avait un gros titre de journal à scandale, le profond épuisement nerveux de la femme de Guillaume Mercier. Est-elle apte pour le conseil d'administration? Émilie a lu l'article en silence. Ses mains tremblaient, mais elle s'efforçait à lire jusqu'au bout. Selon des sources anonymes proches de la situation, Émilie Mercier lutte depuis des années contre un profond épuisement nerveux. Il est rapporté qu'en 2018, elle a été placée dans un centre de repos spécialisé. Des sources affirment qu'elle devient de plus en plus instable, et certains collègues décrivent son comportement comme inadéquat et préoccupant. L'article continuait encore et encore. Chaque mot avait été choisi pour la faire passer pour une personne hors de contrôle. Ce n'est pas vrai, dit Émilie. Sa voix était à peine audible. Je comprends, dit prudemment Céline. Mais le conseil d'administration a des inquiétudes. Compte tenu de la situation juridique actuelle avec Monsieur Mercier, il pense qu'il serait préférable que tu prennes un congé, juste jusqu'à ce que tout se tasse. Un congé. Émilie a compris ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'elle serait suspendue de ses fonctions dans sa propre entreprise, pendant que Guillaume continuerait à la mener à sa perte. Et qui a divulgué ça? Demanda Émilie, bien qu'elle connût déjà la réponse. Nous ne savons pas. Les sources sont anonymes. Émilie s'est levée. Elle sentait que ses jambes pouvaient se dérober, mais elle les a forcées à la soutenir. Je ne prendrai pas de congé, dit-elle. Je n'ai rien fait de mal, et je ne laisserai pas des sources anonymes détruire ma réputation. Non, la voix d'Émilie était maintenant ferme, froide. Si le conseil d'administration veut se débarrasser de moi, ils peuvent me licencier. Mais ils doivent savoir que je détiens toujours la propriété intellectuelle grâce à laquelle cette entreprise fonctionne. Et s'ils m'écartent sur la base de mensonges, ils découvriront à quel point c'est important. Elle est sortie avant que Céline n'ait pu répondre. Dans l'ascenseur, restait seule, Émilie s'est enfin autorisée à relâcher la pression. Elle s'est appuyée contre la froide paroi métallique et a caché son visage dans ses mains. C'était l'œuvre de Guillaume.
Elle le savait avec la même certitude qu'elle connaissait son propre nom. Il essayait de détruire sa réputation avant qu'elle ne puisse récupérer son dû. Et cela fonctionnait. Cette nuit-là, elle est restée assise dans le bureau de Valérie jusqu'à presque minuit. C'est de la diffamation, a dit Valérie en faisant les 100 pas derrière son bureau. Nous pouvons contester cela. Contre qui? Les sources sont anonymes. Et le temps que nous prouvions quoi que ce soit, le procès sera déjà terminé. Alors nous construirons un contre-récit, nous trouverons des témoins de votre professionnalisme, nous montrerons à la juge que c'est une campagne de dénigrement coordonnée. Émilie a secoué la tête. Le mal est déjà fait. Tout le monde dans cette entreprise pense maintenant que je suis instable. Tout le monde dans cette ville le pense. Valérie s'est arrêtée. Elle a longuement regardé Émilie. Tu veux abandonner? Émilie s'est tue. La question est restée suspendue en l'air entre elles. Je le veux, a-t-elle avoué. Je le veux vraiment, mais je ne le ferai pas, parce que c'est exactement ce qu'il veut. Il veut que tu abandonnes, il veut que tu acceptes les miettes qu'il te proposera. Ne lui fais pas ce plaisir. Comment je peux me battre contre quelque chose comme ça? Valérie s'est assise en face d'elle. Tu tiens bon. Tu arrives demain la tête haute, tu le laisses voir que sa petite manigance n'a pas fonctionné, et tu as foi dans le fait que la vérité finira par éclater. Et si elle n'éclate pas, alors, au moins, tu sauras que tu as essayé. Émilie est rentrée chez elle cette nuit-là dans un appartement vide. Elle avait déménagé du Penthouse il y a 2 mois, quand faire semblant était devenu insupportable. Son nouveau logement était petit, modeste, en rien comparable au palais de chrome et de verre que Guillaume avait construit, mais il était à elle. Et à cet instant, c'était suffisant. Elle s'est versé un verre de vin et s'est assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Son téléphone a vibré. Un message de Camille, j'ai vu l'article. C'est n'importe quoi. Et tous ceux qui comptent le savent. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ne laisse pas cet idiot gagner. Émilie a souri, malgré tout. Camille était son pilier dans tout cela. La seule personne qui n'avait jamais douté d'elle. La seule personne qui, dès le début, avait percé à jour la réalité de Guillaume. Elle a tapé une réponse, merci. J'en avais besoin. Appelle si tu as envie de parler, n'importe quand. Je suis sérieuse. Je sais que tu le es. Émilie a posé son téléphone et a pris une grande gorgée de vin. Dehors, la ville brillait. Quelque part là-bas, Guillaume célébrait. Probablement, disant sûrement à Chloé à quel point son plan fonctionnait bien. Mais Émilie n'avait pas encore fini de se battre. Pas encore. Une semaine plus tard, un deuxième obstacle s'est présenté. Valérie a appelé à 6h du matin. Émilie était déjà réveillée, incapable de dormir, ressassant dans sa tête la préparation du procès. Nous avons un problème, a dit Valérie. Un gros. L'estomac d'Émilie s'est serré. Quoi maintenant? Ton assistante personnelle, Léa Simon, qu'a-t-elle? Elle a livré ton agenda aux avocats de Guillaume. Émilie s'est laissée tomber lourdement sur le lit. Les mots n'avaient aucun sens. Au début. Qu'est-ce que tu veux dire par livrer l'agenda? Cela signifie qu'elle leur a tout donné, chaque rendez-vous avec moi, chaque visite de santé, chaque session nocturne d'analyse des preuves. Ils connaissent toute notre stratégie, Émilie.
Ils savent tout ce que nous avons prévu. Émilie a fermé les yeux. Léa, la douce et travailleuse Léa, qu'Émilie avait promue du poste de secrétaire à l'accueil. Léa, qu'Émilie avait aidé à payer ses cours du soir. Léa, qui apportait à Émilie du café tous les matins et se souvenait de son anniversaire quand Guillaume l'oubliait. « Comment sais-tu ça ?» demanda Émilie. « Mon enquêteur a obtenu les informations. » Léa discutait de paiement avec quelqu'un. Guillaume lui a offert 50 000 euros. 50 000. C'était bien plus que ce que Léa gagnait en une année entière. Avec la partie froide et logique de son esprit, Émilie pouvait comprendre pourquoi quelqu'un accepterait un tel accord. Des dettes d'études, un tas de frais, une pression financière qui ne finit jamais quand on essaie de s'avancer dans une ville comme Paris. Mais le fait qu'elle comprenne ne rendait pas la chose moins douloureuse. Elle a dit autre chose. Valérie s'est tue un instant. Elle a dit que tout irait bien pour toi, parce que tu es riche. Émilie s'est mise à rire. C'était son amère. Riche. Elle s'était battue pour chaque succès qu'elle avait obtenu dans sa vie. Et sa propre assistante la considérait comme riche. Y a-t-il quelque chose que Guillaume ne sait pas, demanda Émilie. Il connaît notre stratégie, il connaît nos délais. Il sait presque tout. Presque. Il ne sait rien des dossiers médicaux, ceux qui parlent de sa fertilité. Nous n'avons pas conservé cela sous format numérique. Cette information n'existe que sur papier, enfermée dans mon coffre-fort. Alors nous devons nous dépêcher avant qu'il ne le découvre. C'est ce que je pensais. Mais, Émilie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce procès va être tendu. Il utilisera contre toi tout ce qu'il a. Et le pire, c'est que maintenant, il sait exactement où appuyer. Émilie a pris une profonde inspiration. Qu'il le fasse. Je ne reculerai pas. Elle a raccroché et est restée assise en silence dans son appartement. Léa. 2. Toutes les déceptions, celle-ci faisait le plus mal. Non pas parce que Léa était irremplaçable, mais parce qu'Émilie lui avait fait confiance, l'avait aidée. Elle avait vu dans cette jeune fille travailleuse un reflet d'elle-même, et au final, pour elle, Émilie n'était qu'une ressource dont on pouvait tirer profit. C'était peut-être là la dure leçon. Peut-être que c'était exactement ce que tout cela essayait de lui enseigner. Ne dépendre de personne. Mais en y pensant, Émilie a compris que ce n'était pas tout à fait vrai. Camille n'était pas comme ça, Valérie non plus. Il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Il fallait juste qu'elle garde le cap pour les trouver. La troisième confrontation est arrivée exactement une semaine avant le procès. Émilie dînait seule dans un petit restaurant italien près de chez elle. C'était un de ses endroits préférés. Un établissement familial avec des nappas, carreaux et des photos de famille au mur. Le genre d'endroit où Guillaume ne serait jamais allé, parce qu'il n'était pas assez impressionnant. Elle n'avait mangé que la moitié de son assiette quand une ombre a recouvert sa table. « Salut, Émilie. » Émilie leva les yeux. Devant elle se tenait Guillaume, aussi impeccable et sûr de lui que toujours. Derrière lui, à travers la vitrine du restaurant, elle pouvait voir une voiture noire qui l'attendait. Il était certain que Chloé était assise à l'intérieur. « Que fais-tu ici ?» demanda Émilie. Sa voix était ferme, mais elle sentait son cœur battre très vite. Guillaume s'est glissé sur la banquette en face d'elle, sans demander la permission. Il faisait toujours ça, il prenait l'espace comme s'il était à lui. « Je voulais parler. Juste toi et moi, »
sans avocat. Je n'ai rien à te dire. Allez, Émilie. Il s'est adossé. Nous savons tous les deux comment cela va se terminer. Pourquoi faire traîner les choses? Je ne vois pas de quoi tu parles. Guillaume a souri. Ce même sourire qu'il avait conquis 14 ans plus tôt. Le sourire qui cachait sa vraie nature. Tu ne pourras pas gagner ça. Émilie. J'ai Franck Leroy. J'ai des ressources. Et j'ai le temps. Et toi? Qu'as-tu? Émilie n'a pas répondu, elle a pris sa fourchette. Elle n'allait pas lui laisser voir à quel point sa présence l'affectait. Voici mon offre, a dit Guillaume, poussant une feuille de papier vers elle. 2 millions d'euros. Une maison à Neuilly-sur-Seine. Tu signes les papiers du divorce, tu pars et tu recommences à zéro ailleurs. C'est une bonne affaire, Émilie. Meilleur que ce que tu mérites. Meilleur que ce que je mérite? Ces derniers temps, tu n'as pas beaucoup investi dans l'entreprise. Ah, oui. Tant de jours d'absence. Tant de moments compliqués. La voix de Guillaume suintait d'une fausse sollicitude. Les gens s'inquiètent pour toi, Émilie. Tout le monde a vu cet article. Ils pensent que tu as des difficultés. Émilie a posé sa fourchette, a regardé l'homme qu'elle avait épousé, l'homme avec qui elle avait bâti un projet, l'homme qui essayait maintenant de tout lui reprendre. Je sais que c'est toi qui as diffusé cette histoire, a-t-elle dit doucement. Le sourire de Guillaume n'a pas vacillé. Prouve-le. Je n'ai pas besoin de le prouver. Je le sais. Le savoir est une chose, mais le prouver en est une autre. Je suis sûr qu'une femme aussi intelligente que toi le comprend. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Accepte l'offre, Émilie. 2 millions. C'est beaucoup d'argent. Tu pourras recommencer à zéro. Trouver quelqu'un d'autre, construire autre chose. Parce que si tu me forces à aller jusqu'au procès, je m'assurerai que tu repartes avec exactement ce que tu avais en entrant dans cette vie. Et ça, si je me souviens bien, c'était un ordinateur portable et un rêve. Émilie a senti quelque chose se figer en elle. Le dernier espoir qu'il restait. Que Guillaume puisse faire preuve d'une once de décence. Mais il n'y avait rien. Seulement du vide habillé d'un costume cher. Tu as oublié une chose, a dit Émilie. Laquelle? J'ai aussi apporté l'algorithme qui fait fonctionner toute ton entreprise, et je peux prouver que je l'ai créé bien avant que nous rencontrions. Le sourire de Guillaume a vacillé juste un instant. Mais Émilie l'a vu. Ta petite preuve de l'université, a ricané Guillaume. Le roi a déjà trouvé 3 experts qui témoigneront que le code a été substantiellement modifié au fil du temps. Bonne chance pour essayer de prouver le contraire. Le sang d'Émilie s'est glacé. Il savait, d'une manière ou d'une autre, il avait eu connaissance des preuves de l'université de Toulouse. Léa a dû le lui dire. Ou peut-être avait-il d'autres sources, cela n'avait plus d'importance. Réfléchis-y, a dit Guillaume en se levant. 2 millions ou rien. À toi de décider. Il est sorti sans même un regard en arrière. Soudain, le restaurant est devenu très silencieux. Émilie a regardé la feuille de papier qu'il avait laissée. Après tout ce qu'elle avait construit, 2 millions. Le téléphone a sonné. C'était Camille. Écoute, je pensais justement à toi. Comment tu tiens le coup? Émilie a ouvert la bouche pour dire qu'elle allait bien. C'était ce qu'elle disait toujours,
Mais les mots ne sortaient tout simplement pas, je ne sais pas si je pourrais supporter ça, a-t-elle dit à la place. Que s'est-il passé? Et Guillaume vient de passer. Il m'a proposé 2 millions pour que j'oublie tout. 2 millions pour ta part dans une entreprise qui vaut des centaines de millions? C'est inacceptable. Et il a dit que si on allait au tribunal, je me retrouverais avec rien. Et il bluffe. Et s'il ne bluffe pas? Les yeux d'Émilie ont piqué. Et s'il a raison? Il a tout. L'argent, les avocats, les experts. Tout le monde pense que je suis instable. Peut-être que je devrais prendre l'argent et partir. Un silence est tombé à l'autre bout du fil. Quand Camille a repris la parole, sa voix était plus douce qu'Émilie ne l'avait jamais entendue. Tu te souviens de notre rencontre? A demandé Camille. Émilie a froncé les sourcils. Quoi? Nous avions 22 ans. Tu venais d'arriver à Paris, et tu n'avais rien d'autre qu'une valise et 7 ordinateurs portables. Tu ne connaissais personne. Tu n'avais pas un centime, et tu m'as dit que tu allais construire quelque chose qui en valait la peine. Et je t'ai demandé, que feras-tu si tu échoues? Tu te souviens de ce que tu as répondu? Émilie a fermé les yeux. Elle se souvenait. Un minuscule appartement, des rêves qui semblaient inatteignables. J'ai dit que je me relèverais et que j'essaierais encore. C'était exactement ça. La voix de Camille résonnait maintenant de détermination. C'est toi, Émilie. Tu n'es pas le genre de femme qui recule. Tu es le genre de femme qui avance chaque fois. Et si cette fois tu es fatigué, alors je t'aiderai. Les amis sont faits pour ça. Tu n'iras pas en arrière. Pas maintenant que tu es si près du but. Émilie a regardé le papier laissé par Guillaume. 2 millions. La maison à Neuilly-sur-Seine. Une sortie discrète de cette situation. Elle l'a pris et l'a déchiré en deux. Puis elle a déchiré les moitiés en deux et a continué à déchirer. Elle a pris son téléphone. Valérie, je ne signerai rien. Nous allons au procès. Tu es sûr? A demandé Valérie. Dès que nous entrerons dans cette salle, il n'y aura plus de retour en arrière. Je suis sûr. La voix d'Émilie était maintenant ferme et claire. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de savoir que je n'ai pas reculé. J'ai besoin, pour le reste de ma vie, de pouvoir me regarder dans le miroir et d'y voir quelqu'un qui a agi bien. La voix de Valérie semblait pleine de professionnalisme. Essaie de te reposer. Demain, nous y allons. Émilie a payé son dîner et est sortie dans la fraîche nuit de novembre. Autour d'elle, la ville était active, les gens qui couraient dans tous les sens. Quelque part là-bas, Guillaume pensait sûrement qu'Émilie allait céder. Il avait tort. On avait sous-estimé Émilie toute sa vie. Les professeurs qui pensaient qu'elle n'était qu'une étudiante discrète. Les investisseurs qui pensaient qu'elle n'était que l'épouse. Ils allaient tous découvrir la réalité. 14 novembre. Émilie s'est réveillée à 4 heures du matin et n'a plus pu se rendormir. Elle est restée allongée dans son lit, repassant dans sa tête tous les scénarios possibles. Et si la juge croyait aux arguments de Guillaume? Et si les experts écartaient ses preuves? Ça suffit, s'est-elle dit. Tu t'es préparée à cela. Tu es prête. Mais la tension était là. Elle était assise dans sa poitrine. Elle s'est levée et a pris une douche.
l'eau était chaude. Elle a laissé l'eau dissiper les doutes. En sortant, elle s'est regardée dans le miroir. Embuée. Le moment est venu, a-t-elle dit à son reflet. Quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, tu es là. Souviens-toi de ça. Elle a enfilé la veste grise anthracite qui était devenue son symbole de sérieux. Simple, professionnel. Le genre de vêtement qui affirme sans crier. Guillaume avait toujours voulu qu'elle porte des vêtements qui rendaient bien sur les photos. Aujourd'hui, elle s'habillait pour elle-même. Valérie l'attendait devant chez elle à 7h30. La voiture était garée sur le bas-côté. Prête ? A demandé Valérie quand Émilie s'est glissée sur le siège arrière. J'avance, a avoué Émilie. C'est ce qui compte. Elles ont traversé Paris en silence. La ville se réveillait autour d'elles. Les cafés ouvraient. Des gens ordinaires vivaient. Une vie ordinaire, ignorant qu'à quelques rues de là, une femme se préparait à défendre tout ce qu'elle avait construit. Le bâtiment du tribunal se dressait, imposant. De la pierre grise et de haute colonne. Émilie était passée devant ce bâtiment des centaines de fois sans le remarquer. Maintenant, il représentait l'étape finale. Elles ont passé le contrôle de sécurité, la routine du système judiciaire. Puis elles ont pris l'ascenseur jusqu'à l'étage. Émilie s'est approchée de la table de la plaignante. Et s'est assise. Ses mains tremblaient un peu. Elle les a fermement pressées contre la table pour se calmer. « Comment te sens-tu » a demandé Valérie en feuilletant les documents. Tendu. Bien, utilise cette concentration. Laisse-la te garder en alerte. À 9h15, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes à nouveau, et Guillaume Mercier est entré. Émilie s'était préparée à ce moment. Elle l'avait anticipé 100 fois, mais rien ne pouvait la préparer à la réalité. Il portait un costume bleu marine, parfaitement taillé, soulignant sa posture confiante. Ses cheveux étaient peignés en arrière. Mais ce qui a attiré l'attention, ce n'est pas le costume. C'était la femme qu'il tenait par le bras. Chloé Fontaine marchait à côté de lui. Elle portait une robe en soie rouge moulant son ventre de 7 mois de grossesse. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable. Elle avait l'air de sortir tout juste de la couverture d'un magazine. La couleur de sa robe n'était pas le fruit du hasard. Le rouge de l'assurance. Guillaume a escorté Chloé jusqu'au premier rang. Juste derrière la table de la défense, il s'est penché pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a laissé échapper un petit rire, produit pour être entendu. Ensuite, elle l'a embrassé sur la joue, s'assurant que tout le monde dans la salle le voyait. Enfin, elle s'est tournée. Ses yeux ont rencontré ceux d'Émilie, et elle a souri. Ce sourire. Autrefois, Émilie aimait ce sourire chez d'autres, elle y faisait confiance. Maintenant, il lui montrait la réalité. Le sourire disait: c'est fait, la place est prise. Émilie a soutenu son regard, elle n'a pas scié. Valérie s'est penchée vers elle. Il a vraiment amené sa compagne enceinte dans un tribunal? On dirait bien. C'est une manœuvre audacieuse. Stupide, mais audacieux. Émilie a presque souri. Presque. Il pense que cela montre sa force. En réalité, cela montre un manque de respect total envers ce tribunal. Les juges remarquent ce genre de choses. Veuillez vous lever, a annoncé l'huissier. La porte derrière le bureau du juge s'est ouverte et la juge Chantal Moreau est apparue.
Émilie s'était renseignée sur la juge Moreau. 62 ans, des cheveux gris. Rassemblés en un chignon strict. Elle avait travaillé 20 ans comme procureure. Avant de devenir juge, connue pour son esprit brillant et son sérieux absolu. Le genre de juge capable de voir à travers les costumes chers et les sourires. Charmant. La juge Moreau a pris place et a balayé la salle du regard. Ses yeux se sont arrêtés un instant sur Chloé et sa robe rouge. Elle a froncé les sourcils de manière presque imperceptible. Ensuite, son regard s'est déplacé vers Guillaume. Enfin, elle a regardé Émilie. Leurs regards se sont croisés une seconde. Émilie n'a pas pu lire l'expression du visage de la juge, mais elle a senti d'une manière ou d'une autre qu'enfin, les faits allaient parler. Là, asseyez-vous, a ordonné la juge. Moreau a ouvert le dossier posé devant elle. Nous sommes réunis ici pour l'audience finale dans l'affaire Mercier contre Mercier. Partage des biens, fixation de la pension alimentaire et dissolution définitive du mariage. Elle a levé les yeux. Je comprends que les deux parties ont des arguments finaux à présenter. Commençons. Le premier a été Franck Leroy. Il bougeait avec la confiance d'un homme prêt à débattre. Votre honneur, a-t-il commencé. Mon client a été plus que généreux dans ses propositions de règlement. Madame Mercier a profité du mode de vie aisé pendant plus de 10 ans. Elle n'a pas été officiellement employée par l'entreprise depuis des années. Sa contribution au succès récent de l'entreprise est extrêmement minime. Et compte tenu des nouvelles obligations familiales de Monsieur Mercier, il a désigné Chloé, son offre de 2 millions d'euros est. La maison à Neuilly-sur-Seine est extraordinairement équitable. Émilie a senti sa mâchoire se crisper. Une contribution extrêmement minime, sans emploi officiel. Ils effaçaient, ligne par ligne, tout ce qu'elle avait construit. L'expression du visage de la juge Moreau est restée impassible. La partie plaignante, Valérie, s'est levée. Votre honneur, nous avons l'intention de prouver qu'Émilie Mercier n'est pas simplement une bénéficiaire passive du succès de son mari. Elle est l'architecte de ce succès. Un murmure a parcouru la salle. Le sourire de Guillaume a vacillé. Nous présenterons des preuves, a poursuivi Valérie, que la technologie de base de Phoenix Logistique, actuellement évaluée à des millions, a été créée par Émilie Rousseau 3 ans avant sa rencontre avec le défendeur. Nous prouverons qu'elle a été systématiquement exclue des crédits de son propre travail. Nous présenterons des preuves d'irrégularité financière, d'actifs dissimulés à hauteur de 47 millions d'euros et d'un plan calculé pour priver ma cliente de sa part légitime. Le roi a fait objection. Valérie a attendu. La juge Moreau a rejeté l'objection. Continuez, a dit la juge. Au cours des 2 heures suivantes, Valérie Laurent a fait exactement ce qu'elle avait promis. Elle a été précise, méthodique, factuelle. D'abord sont venus les dossiers de l'Université de Toulouse. Le code original, conservé au département d'informatique depuis plus de 15 ans. Le témoignage écrit du professeur Bernard Dubois, confirmant qu'Émilie avait créé le protocole 3 ans avant son mariage. Ensuite sont venues les preuves financières, les sociétés à Chypre, les structures offshore créées pour dissimuler des actifs lors de la procédure de divorce, ces fameux 47 millions d'euros. Puis est apparu l'appartement acheté au nom de Chloé Fontaine avec les fonds de l'entreprise. 3 millions d'euros provenant des biens communs. Le roi s'est opposé à tout. Les dossiers ne sont pas clairs. Les preuves financières sont circonstancielles, l'appartement est une dépense
professionnel. La juge Moreau a rejeté chaque objection. Émilie observait le visage de Guillaume. À mesure que les preuves s'accumulaient, son assurance commençait à s'effondrer. Ses échanges avec le roi sont devenus plus tendus. Pour la première fois depuis des mois, Émilie s'est autorisée à espérer. Le dossier était solide. Mais alors, juste avant la pause déjeuner, Franck Leroy a pris la parole. « Votre honneur » a-t-il dit en se levant. La défense souhaite présenter de nouveaux éléments. Des éléments qui remettent en question la capacité de la plaignante à gérer des actifs importants. Valérie s'est immédiatement levée. Objection. Cela n'a pas été divulgué lors de la présentation des preuves. C'est apparu il y a 48 heures, votre honneur. Un témoignage est parvenu avec des informations que nous jugeons cruciales. La juge Moreau a froncé les sourcils. Je vais l'autoriser, a-t-elle finalement dit. Mais, maître Leroy, j'espère que cela est pertinent pour l'affaire. Oh, cela est tout à fait pertinent pour l'affaire, votre honneur. Leroy a sorti une pile de papier. Nous avons des éléments montrant qu'Émilie Mercier a traversé une période de profond épuisement nerveux en 2018, nécessitant un séjour dans un centre de repos spécialisé. Selon ces documents, elle a présenté des signes de grave instabilité. Le sang d'Émilie s'est glacé. L'hospitalisation. 3 jours de repos après avoir travaillé jusqu'à l'épuisement total. Et c'est tout. Mais le roi présentait cela sous un jour alarmant. Nous avons également le témoignage de son ancienne assistante personnelle, a poursuivi le roi. Ce témoin décrit un schéma de comportement inapproprié, des illusions extrêmes au sujet de son mari. Léa, a pensé Émilie. Léa leur avait donné des éléments déformés. Et enfin, a dit le roi, nous avons des emails envoyés depuis le compte personnel d'Émilie Mercier. Des emails contenant des menaces graves envers son mari. Il a commencé à lire à haute voix, « Je vais te ruiner, Guillaume. Je vais te prendre tout ce que tu as. Tu crois que tu peux me mettre de côté comme ça? Je te ferai regretter le jour de notre rencontre. » Fin de citation. Un léger murmure a retenti dans la salle. L'expression du visage de la juge Moreau est devenue concentrée. Émilie s'est tournée vers Valérie, le visage pâle. « Je n'ai jamais écrit ça », a-t-elle murmuré. « Ce ne sont pas mes mots. »« Qui a fait ça ?»« Je sais », a chuchoté Valérie en réponse. « Mais nous devons l'affronter. »« Votre honneur », a dit le roi d'une voix mesurée. Compte tenu de ces éléments sur l'état d'équilibre de Madame Mercier et de ses messages à l'égard de mon client, nous pensons que le tribunal doit examiner si elle est capable de gérer des actifs importants, y compris la propriété intellectuelle qu'elle prétend avoir créée. Guillaume a regardé Émilie à travers la salle. La juge Moreau a annoncé une suspension de séance. Émilie a tout juste eu le temps de courir jusqu'aux toilettes. Elle s'est enfermée dans une cabine et s'est assise. Les emails étaient fabriqués. Elle le savait. Mais comment pouvait-elle le prouver? Les métadonnées montreraient qu'il venait de son compte. Léa avait accès à ce compte. C'était une tactique complexe. Même si Émilie pouvait prouver avec le temps que les messages n'étaient pas d'elle, l'affirmation avait été lancée. Cette histoire pourrait être reprise. Madame Mercier, épuisée, incapable de gérer ses biens. Émilie a pris une grande inspiration. Elle s'était battue si durement
On a frappé à la porte de la cabine. Et Émilie, c'était la voix de Valérie. Laisse-moi entrer. Émilie s'est levée et a ouvert. Valérie s'est glissée à l'intérieur. Je ne vais pas te mentir, a dit Valérie. La situation exige une réponse claire. Le roi utilise cela pour contester ta capacité de gestion. Que devons-nous faire? Valérie s'est tue un instant. Nous dirons les faits, a-t-elle finalement dit. Nous les dirons clairement. Nous ne céderons pas à l'émotion. Nous avons foi dans le fait que la juge Moreau a l'expérience pour évaluer ses déclarations de dernière minute. Valérie a posé sa main sur son épaule. Tu dois garder ton calme pendant les prochaines heures. Tu peux le faire? Émilie a regardé son avocate. Oui, a dit Émilie. Je pourrais le faire. Parfait. Et maintenant? Lève-toi, et retournons-y. Émilie s'est levée. Elle s'est regardée dans le miroir. Une professionnelle. Poussée dans ses retranchements, mais toujours debout. Quoi qu'il arrive. A-t-elle dit à son reflet. Tu es prête. Souviens-toi de ça. Elle est retournée dans la salle d'audience la tête haute. Quand Émilie est de nouveau entrée dans la salle 4B, quelque chose avait changé. Elle l'a senti dès l'instant où elle a franchi le seuil. Un changement subtil dans l'atmosphère, la façon dont la juge Moreau regardait Guillaume Mercier. La juge tenait une enveloppe entre ses mains, une enveloppe qui n'était pas là avant la pause. Elle l'étudiait avec une expression qu'Émilie n'arrivait pas à déchiffrer. Ensuite, son regard s'est déplacé vers Guillaume. Prenez place, a dit la juge Moreau. Nous avons un élément à aborder avant de continuer. Émilie s'est assise. Valérie a pris place à côté d'elle. Que se passe-t-il? A chuchoté Émilie. Je ne sais pas. La voix de Valérie était attentive. Pendant la pause, elle a reçu un document. Avant de continuer à entendre les témoignages, a dit la juge Moreau, j'ai quelques questions à poser. À Monsieur Mercier. Guillaume s'est levé. Son assurance était toujours là. Bien sûr, votre honneur. Je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Bien. La juge Moreau a pris l'enveloppe. Elle a longuement regardé Guillaume. Le silence s'étirait. Vous avez affirmé, a commencé la juge, qu'il vous fallait conserver une grande partie des biens communs pour votre nouvelle cellule familiale, votre futur enfant, si je ne me trompe pas tout à fait, votre honneur. Chloé est enceinte de 7 mois. J'ai la responsabilité de subvenir aux besoins de cet enfant. La responsabilité, a répété Moreau. Elle s'est tournée vers Chloé, assise dans la salle. Mademoiselle Fontaine, levez-vous, s'il vous plaît. Chloé s'est levée lentement. Vous êtes enceinte de 7 mois, a dit la juge Moreau. C'est exact? Oui, votre honneur, et Monsieur Mercier assume cette situation. Chloé a hoché la tête. La juge Moreau a hoché lentement la tête. Elle s'est de nouveau tournée vers Guillaume. Lors de la procédure, l'équipe juridique de votre femme a abordé la question de la filiation. Vous vous souvenez de votre réponse? Nous avons évoqué le cadre de la vie privée. Exactement. Vous avez affirmé qu'une telle démarche n'était pas nécessaire. C'est exact. Néanmoins, a poursuivi la juge Moreau, ce tribunal a le droit de vérifier les éléments factuels s'ils sont liés au partage des biens. Et, puisque tout votre argument en faveur de la conservation des actifs repose sur
vos obligations familiales à venir, cela m'a semblé tout à fait approprié. Le visage de Guillaume a changé. Votre honneur, je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous avez fourni des informations médicales il y a 2 semaines, là. Interrompu la juge, dans le cadre d'un autre dossier, n'est-ce pas? Oui, mais c'était pour, un laboratoire indépendant a transmis des résultats suite à une requête formelle, et elle a brandi l'enveloppe. Et j'ai les résultats justes. Ici. Un grand silence régnait dans la salle d'audience. Émilie observait la scène. Guillaume a eu un geste déconcerté. Votre honneur. Je suis convaincu que les démarches confirmeront ce que nous avons établi. La juge Moreau a ouvert l'enveloppe lentement, en a sorti un document et l'a lu. Ensuite, elle a levé les yeux. Monsieur Mercier, a-t-elle dit d'une voix factuelle. Selon ces résultats médicaux formels, vous n'êtes pas lié biologiquement à l'enfant de Mademoiselle Fontaine. Ces mots sont tombés lourdement. Le monde a semblé s'arrêter. Les journalistes présents ont pris des notes. Le visage de Chloé s'est décomposé. Guillaume a eu un mouvement de recul. C'est une erreur administrative, a-t-il dit. Il n'y a aucune erreur, l'a interrompu la juge Moreau. L'analyse a été documentée formellement. Guillaume cherchait ses mots. Chloé et moi sommes ensemble depuis un moment. Il s'est tourné vers Chloé. Chloé, a dit Guillaume, dis-leur, clarifie la situation. Chloé n'a pas répondu. Immédiatement. La juge Moreau n'avait pas encore terminé. Voici la suite. Monsieur Mercier, a-t-elle poursuivi. Le dossier a également révélé un point sur vos antécédents médicaux documentés. Émilie a froncé les sourcils. Quel antécédent? A demandé Guillaume. Lors de l'analyse, les dossiers du docteur Olivier Bernard, votre spécialiste, ont été joints. Selon ces dossiers, vous avez reçu un diagnostic précis en 2019. La voix de la juge Moreau a résonné. Monsieur Mercier, votre situation médicale établie rendait cette perspective impossible depuis 4 ans. La révélation a traversé la salle. Émilie a compris. Guillaume savait. Il le savait depuis 4 ans. Vous saviez, a dit la juge Moreau. Vous l'avez caché lors de vos démarches de couple, laissant peser le doute sur d'autres. Votre honneur, a commencé Guillaume. Je n'ai pas terminé. La voix de la juge est restée ferme. Et puis, dans le cadre de ce divorce, vous avez présenté cette future naissance comme un argument central pour justifier l'appropriation des biens professionnels construits conjointement. Guillaume n'a pas répondu. La juge a tourné son regard vers les spectateurs, vers Chloé Fontaine. Mademoiselle Fontaine, a dit la juge Moreau. Je vais vous le demander au vu des documents. Si la filiation de monsieur Mercier est exclue, ces éléments doivent être clarifiés si cela impacte le dossier financier. Chloé a regardé Guillaume avec une expression très froide. La façade est tombée, révélant une attitude très calculatrice. Tu n'as pas encore compris, a dit Chloé. Sa voix était maintenant différente, plus tranchante. Franck avait raison. Sur toute la ligne. La situation est liée à Franck Leroy. Le tribunal a réagi. Par un murmure. Guillaume s'est brusquement tourné vers son propre avocat. Leroy se tenait en retrait. Toi, a articulé Guillaume. Tu as eu une liaison intime. Avec elle? Nous avons eu une liaison, a répondu Chloé. Je suis engagé avec lui.
Nous avons planifié cela. Il t'a identifié. Il a géré le dossier. Elle s'est avancée. Un profil avec des actifs, en pleine procédure de divorce. Tu étais le dossier idéal. Émilie observait dans un silence stupéfait, pendant que le tableau complet s'assemblait dans sa tête. Le roi et Chloé avaient structuré cela. Ils l'avaient identifié comme un profil gérable avec des actifs importants. Le roi est devenu son conseil. Ensemble, ils avaient prévu de capter les actifs lors du divorce. Ils n'avaient tout simplement pas compté sur la rigueur de la procédure et les vérifications de la juge Moreau. Maître le roi, a dit la juge d'une voix stricte. La situation exige un signalement immédiat aux instances professionnelles et aux autorités compétentes pour l'examen de ces pratiques. Elle a fait un signe. Veuillez accompagner Monsieur le roi et Mademoiselle Fontaine pour la suite de la procédure. Chloé est sortie en gardant son attitude de défi. Émilie observait la scène. Guillaume Mercier était assis seul à la table de la défense. Ses conseillers n'étaient plus là. Sa compagne n'était plus là. Son assurance s'était envolée. Les montages complexes s'écroulaient. Il a levé les yeux. Ses yeux ont rencontré ceux d'Émilie. Et pour la première fois en 12 ans, il a vu la réalité. Il a vu Émilie, la partenaire qui avait structuré la base de leur réussite professionnelle. Et Émilie, a-t-il murmuré. Émilie s'est levée. 12 ans de travail acharné. Quand on l'a qualifiée de personne malléable, elle a pris son dossier. « Tu as sous-estimé ce que je ferais » a-t-elle dit. Sa voix résonnait dans la salle d'audience silencieuse, claire et ferme. Elle s'est dirigée vers la sortie. Elle s'est arrêtée et l'a regardé une dernière fois. Tu n'as simplement jamais analysé les bonnes données. La décision a été rendue 3 jours plus tard. 3 jours d'attente. Le matin du 3e jour, Valérie a appelé. J'ai la décision, a-t-elle dit. Viens à mon bureau. Émilie a fait le trajet. Quand elle est entrée dans le bureau de Valérie, son avocate tenait le document officiel. Assieds-toi, Émilie. Dis-le-moi simplement, a-t-elle dit. Valérie l'a regardé, puis elle a souri. Un sourire de satisfaction professionnelle profonde. Le dossier est validé, a dit Valérie. La juge a rendu une décision alignée sur nos demandes. Valérie a commencé à lire le document. Le tribunal établit que le protocole a été créé par Émilie Rousseau avant le mariage. Les preuves confirment l'antériorité de la création. La propriété intellectuelle est reconnue. Émilie a pris une inspiration. L'algorithme. Son travail. Deuxièmement, concernant les flux financiers. Le transfert des 47 millions d'euros vers des structures externes a été requalifié. Ces montants doivent être réintégrés et restitués à la plaignante. Troisièmement, au vu des pratiques démontrées, le tribunal ordonne un rééquilibrage de la gouvernance. Émilie Mercier devient l'actionnaire de référence, la décision prenant effet immédiatement. Valérie a détaché son regard du document. Et Émilie, le contrôle de l'entreprise t'est restitué. Émilie est restée assise. Le résultat était là. Et Guillaume? A-t-elle finalement demandé. Le sourire de Valérie s'est posé. La juge Moreau a transmis le dossier au procureur pour fausse déclaration. Il devra faire face à de lourdes conséquences judiciaires. Et le roi et Chloé? Des procédures pour fraude.
sont engagés. Le roi risque la radiation et de sérieuses suites pénales. Émilie a hoché lentement la tête. Le droit avait été appliqué. Comment te sens-tu? A demandé Valérie. Je pensais que ce serait une explosion de joie, a-t-elle finalement répondu. Mais ce que je ressens surtout, c'est de la fatigue, et le soulagement que le cadre soit rétabli. Valérie a hoché la tête. C'est normal. La procédure a été intense. Émilie a regardé le document. Et maintenant? Maintenant, a dit Valérie, tu structures la suite selon ta propre vision. 6 mois plus tard, Émilie se tenait dans le hall de l'entreprise qui s'appelait autrefois Mercier Logistique. Le nom sur le mur avait changé. C'était maintenant Phoenix Logistique. Le phénix, une allégorie de la reconstruction. Elle s'était reconstruite. Elle avait gardé l'algorithme, avait gardé les équipes techniques. Tous ceux qui avaient participé aux montages opaques de Guillaume étaient partis. Émilie avait appris que l'engagement professionnel se construit sur la transparence. Elle s'est dirigée vers l'ascenseur et a appuyé sur le bouton de l'étage de la direction. Pour sa première prise de parole, elle avait convié les équipes. Émilie s'est tenue devant eux tous au pupitre. Certains d'entre vous ont eu connaissance des pratiques de l'ancienne direction, a-t-elle dit. Sa voix était calme, factuelle. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre. Cette entreprise va se développer grâce aux compétences de chacun. Votre travail sera évalué justement. C'est mon engagement. Des applaudissements respectueux ont suivi, marquant un nouveau départ. Émilie est montée dans l'ascenseur vers son nouveau bureau de direction. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Son assistante, Manon Blanc, a levé les yeux. Bonjour, Madame Rousseau. Émilie avait repris son nom d'usage professionnel. Bonjour, Manon. Des messages? Votre rendez-vous de 14 heures est confirmé. Et votre amie Camille est là. Émilie a souri. Elle est entrée dans le bureau principal. L'aménagement avait été repensé, plus chaleureux, plus fonctionnel. Camille était là. Le chemin parcouru est solide, a dit Camille. Émilie a ri. C'était agréable d'exercer sans cette pression constante. Je n'y serais pas arrivé sans tes conseils. Tu penses parfois à l'ancienne situation? A demandé Camille. Parfois, a dit Émilie. Je me demande s'il a pris la mesure de ses choix stratégiques erronés. Non, a finalement dit Émilie. Je crois qu'il restera dans son propre narratif. Il ne comprendra jamais qu'il avait la bonne formule, et qu'il l'a sabordée. Camille a levé son verre au nouveau projet. Émilie a trinqué. Elles ont bu. Émilie regardait devant elle. Elle s'était retrouvée elle-même. La professionnelle capable d'analyser les situations complexes. Maintenant, elle avait les rênes, et elle ne faisait que commencer. Les premiers mois ont été denses. Lors d'une interview, une jeune journaliste économique lui a posé une question. Madame Rousseau, une chose que vous feriez différemment? Émilie s'est tue un instant. J'aurais écouté mon analyse factuelle beaucoup plus tôt, a-t-elle finalement dit. Les indicateurs étaient là. La journaliste a hoché la tête. Et sur le plan personnel? Émilie a regardé par la fenêtre. Oui, a-t-elle répondu. Le redressement en valait la peine. Mais il faut assumer la période de transition pour pouvoir avancer.
Un an après la refonte, un visiteur imprévu s'est présenté. Manon a appelé par l'interphone. Madame Rousseau, Guillaume est à l'accueil. Laisse-le entrer. Guillaume est entré. Il paraissait marqué par l'année écoulée. Son allure n'avait plus le faste d'antan. Et Émilie, a dit Guillaume. Je voulais te dire que je reconnais mes erreurs d'appréciation. Sur toute la ligne. Émilie a regardé l'ancien dirigeant. J'entends ta démarche, a-t-elle finalement dit, mais les choses sont actées. Le cadre professionnel et personnel est désormais différent. Je sais. Il s'est retourné pour partir. Émilie a ajouté, j'espère que tu trouveras un équilibre plus authentique en dehors de ton ancienne image. Il a fait un signe de tête, puis il est parti. 6 mois plus tard, Émilie parcourait d'anciens dossiers quand elle a trouvé une enveloppe avec un cachet d'une juridiction offshore. À l'intérieur, un relevé de compte inconnu, et un mot, chère Émilie, tu n'étais pas l'axe central. C'était Guillaume. Nous avions juste besoin de focaliser son attention pour clôturer des flux financiers familiaux anciens, non liés à la société. 200 millions gérés avec Franck. Excellente continuation. Chloé. Émilie a lu le document, a esquissé un sourire face à cette ultime manipulation, et a décroché le téléphone. Valérie, c'est Émilie. Fais suivre ce document à la brigade financière. Les flux opaques de l'ancien réseau continuent d'apparaître. Elle a raccroché et a regardé par la fenêtre. Leroy et Chloé avaient opéré à leur niveau. Guillaume avait opéré au sien. Émilie avait choisi la rigueur juridique. Et en fin de compte, c'était la stratégie pérenne. Valérie a confirmé l'écho de l'information. Tu veux lancer des procédures? Je veux que le cadre légal s'ajuste, a-t-elle dit. Pas par revanche, mais pour assainir l'environnement des affaires. Très bien, a dit Valérie. Émilie est restée dans son bureau, observant le dynamisme de la défense. Elle a réfléchi aux fondamentaux des affaires et des relations humaines. Voici la conclusion. Les structures doivent parfois être testées jusqu'à la rupture. Émilie Rousseau avait utilisé la documentation et la résilience face à la manipulation. Elle a réussi parce qu'elle a misé sur l'expertise, et non sur des manœuvres frauduleuses. Les compétences prévalent sur le long terme. L'interphone a sonné. Madame Rousseau, votre prochain rendez-vous est prêt. Émilie s'est levée, a ajusté sa veste et s'est dirigée vers la porte. L'activité continuait. Et c'est le parcours d'Émilie Rousseau. Elle a affronté des pratiques déloyales majeures, mais a rétabli l'ordre par la rigueur. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez. Et les faits finissent toujours par s'affirmer. Et maintenant, une question pour vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Émilie? Auriez-vous pris un arrangement financier ou auriez-vous défendu vos droits légitimes? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce récit de reconstruction professionnelle et personnelle vous a intéressé, partagez-le. Cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour d'autres analyses de parcours, car la semaine prochaine, nous aborderons une nouvelle situation financière complexe. Merci de votre attention. Ce contenu a été édité pour offrir une perspective sur la résilience et l'éthique. Merci de faire partie de notre communauté.